Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je reçois Dr Julien Kofi pour parler de la mésaventure qu'il a connue en Côte d'Ivoire. Comme je l'ai dit en introduction, il y a eu cette mésaventure qu'il a vécue en Côte d'Ivoire à la suite des 40 milliards qui ont été détournés, qui était un fonds qu'il avait voulu rapatrier en Côte d'Ivoire après un accord avec des bailleurs de fonds pour justement financer des projets qui auraient pu peut-être embaucher beaucoup d'Ivoiriens. Je crois même plus de 8500 Ivoiriens auraient pu trouver du travail avec ce projet-là. Donc il a fait ses études en France. Il aurait pu choisir de rester en France, mais il a décidé de rentrer dans son pays et d'apporter l'expertise et son expérience et ses relations pour justement participer, de développer son pays. Et malheureusement, quand il arrive sur place, il a été confronté à ce que beaucoup de gens ont entendu parler sur le réseau. Et moi, j'ai eu la chance de discuter avec lui. J'ai eu la chance de rentrer dans l'intimité de son dossier. J'ai feuilleté les centaines de pages, voire plusieurs centaines de pages de ce dossier-là. Et j'ai décidé effectivement de le rencontrer pour qu'il puisse aussi lui dire, et je pourrais moi aussi, en l'occurrence, dire ce que je pense de ce dossier que j'ai feuilleté moi-même. Mais donc je vous dis que ce soir, je reçois donc Dr Kofi, qui est à côté de moi. Donc, Dr Kofi, bonsoir. Bonsoir, cher frère. Merci d'accepter mon invitation. Merci, je te remercie. Il faut dire que quand je travaillais sur votre dossier, étant donné que ça coïncide avec le fait que je m'intéresse à la Côte d'Ivoire, je me suis dit c'est peut-être l'occasion pour moi aussi de pouvoir mieux comprendre la Côte d'Ivoire et surtout à travers vous, à travers ce que vous avez vécu, pouvoir aussi partager votre expérience de la Côte d'Ivoire, du moins pas de la Côte d'Ivoire, mais de ce à quoi vous avez été victime dans votre pays. Donc je rappelle que vous êtes ivoirien. Oui. Vous avez étudié en France. C'est ça. Donc est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement pour que les Ivoiriens qui ne vous connaissent pas, qui ne connaissent pas votre parcours, notamment en France, et jusque-là, pour qu'on puisse vous découvrir davantage? Merci. Je te remercie déjà pour la peine. Je te remercie pour d'avoir pris le dossier dès les premières heures quand tu as entendu parler de ce sujet-là. Effectivement, je suis docteur Julien Kofi, je suis docteur en architecture, ingénieur et économiste bâtiment. Et j'étais directeur de plusieurs sociétés ici en France, dans le domaine de l'immobilier. Et en 2018, j'ai décidé de rentrer en Côte d'Ivoire pour apporter mon expertise suite à l'appel du président de la République, Alassane Ouattara. Et je suis rentré avec mon expertise pour pouvoir faire des logements et créer des emplois pour les Ivoiriens. Et la suite, je pense qu'on abordera ça plus tard. Voilà, c'est ça. C'est clair. Oui. Alors, moi, quand j'ai fouillé votre dossier, j'ai commencé d'abord par essayer de le comprendre. Et d'abord de vous comprendre vous, ce que vous avez comme projet, ce que vous aviez envie de faire pour votre pays. Est-ce qu'en 2 phrases, vous pouvez dire pourquoi vous avez choisi de ne pas rester en France, de ne pas vous investir pour la France, comme d'autres l'ont fait. Par exemple, une personne comme moi, j'ai choisi de rester en France et de ne pas retourner sur le pays d'origine. Mais pourquoi vous avez décidé de ne pas faire comme moi, mais de retourner en Côte d'Ivoire? Alors, je pense que c'est par choix. C'est pas l'occasion que j'ai pas eu de le faire. Vous savez, quand vous arrivez en tant qu'étudiant africain en France, à partir du master, on commence déjà à vous proposer la nationalité et tout à fait. D'ailleurs, il y a un article sur le code de nationalité français qui dit un étudiant africain qui a fait 2 années d'études universitaires réussies peut demander la nationalité. Absolument. Donc, vous imaginez que j'arrive en licence, en maîtrise, en master 2 plus tard, puisque je suis arrivé sur la même année où on a chevauché avec la maîtrise et le master. J'ai eu toute cette possibilité-là jusqu'à ce que j'arrive au doctorat. Je me suis dit, être ivoirien et travailler d'abord en France pour avoir de l'expérience, c'est pas quelque chose qu'on ne peut pas faire. Donc je l'ai fait. Parce que j'avais dans une partie de ma tête qu'un jour, je vais devoir rentrer dans mon pays pour apporter mon savoir et mon expertise. Et que je vais dire, aujourd'hui, la France forme des ingénieurs et des docteurs. Des docteurs, il y en a partout qui sortent chaque année. Mais je pense que c'est l'endroit où on a le plus besoin de moi, où j'ai une plus-value, je pense que c'est chez moi. Absolument. Donc j'ai fait ce choix-là. Et je vous félicite parce que ça a été... c'est d'abord un acte courageux, moi, à mon humble avis, parce que vous savez qu'au lendemain de la guerre de Corée, la plupart des Coréens ont compris qu'il fallait miser sur la connaissance. Donc si des gens comme vous gagnez de l'expérience et vous retournez à l'appel, vous répondez à l'appel du pays ou à l'appel de la patrie, ça veut dire que c'est une forme de transfert de compétences
et des transferts d'expérience que vous faites à la génération qui n'a peut-être pas eu la chance de s'expatrier pour aller apprendre ailleurs. C'est clair. Et pour moi, c'est une chose assez intéressante. Mais aujourd'hui, ce qui m'intéresse, moi, c'est de revenir sur votre dossier qui, on peut le dire, c'est digne d'un film. Je ne sais pas si je peux le dire comme ça. C'est vraiment digne d'un film de Hollywood, en fait. Oui, donc, on va essayer de rentrer petit à petit dans ce dossier-là pour que les Ivoiriens puissent comprendre pourquoi j'ai dit que c'est un film, en fait. Alors, donc, quand vous êtes directeur d'une société, voilà, d'une société immobilière qui s'appelle DC Immobilier. On est d'accord là-dessus, jusque-là, je ne me suis pas trompé. Non. Ok, et donc vous avez décidé donc de trouver des capitaux pour aller en Côte d'Ivoire, pour justement construire des logements. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est fait exactement? Ben, en fait, DC Immobilier était la petite dernière des structures que nous avions créées en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'avant que le projet ivoirien ne se fasse, on a mis quasiment plus d'1 an et demi à comprendre un peu pourquoi est-ce que les projets immobiliers n'arrivaient pas au bout en Côte d'Ivoire. Effectivement, il y a plein de projets immobiliers qui commencent et qui finissent toujours très mal puisque on ne sait pas exactement ce qui se passe, les projets s'arrêtent, les Ivoiriens n'ont pas leur logement, on ne sait pas trop ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils ne doivent pas faire. Et à un moment donné, quand on a eu la chance d'arriver à Abidjan, ça faisait partie des consignes que j'ai laissées à mes collaborateurs en disant on va comprendre pourquoi est-ce qu'on est incapable de fournir des logements en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quand vous regardez aujourd'hui dans la politique, le président actuel, il n'a pas peur, enfin il s'en cache pas, c'est quasiment le domaine où il a échoué. Il était capable de donner des logements aux Ivoiriens. C'était une promesse des campagnes. Oui, voilà. Et donc, ça n'a pas commencé sous son règne, ça a commencé en amont. Donc, on a pris tout ça. Et pendant plus de 2 ans, on a fait une expertise sur les projets immobiliers. Et on s'est dit, effectivement, pour pouvoir construire des projets immobiliers, il faut qu'on soit à la base de notre matière première. C'est-à-dire qu'on soit à la base de notre production, de tout ce qui est entrant dans la construction de bâtiments. Donc, on a créé d'abord DC Production Industrie, qui était notre première société. Cette société-là se chargerait de construire, de construire des unités de production, des usines de béton prêtes à l'emploi et des briques, et de tous les éléments dérivés de béton. Et quand on a créé ces différentes unités-là, on est revenu dans le monde pour chercher plusieurs partenaires. On a fait le Canada, on a fait les États-Unis, on a fait un Protechno en Belgique, on a fait l'Espagne. Et finalement, on a trouvé des partenaires en Turquie qui ont accepté de nous accompagner sur le processus. Et à la suite de ces partenariats-là, on a défini plusieurs entités de production, des unités de production. Donc, on a conçu à l'intérieur de DC Production Industrie plusieurs usines. Dont une usine à Bengoro, une usine à Daloa, une usine à Korogo, une usine à Amman, une usine à San Pedro, une usine à Yamoussoukro. Ce sont là des villes de la Côte d'Ivoire. Voilà. Parce qu'on avait dans notre tête qu'effectivement aujourd'hui, avec ce qui cause problème, c'est que toutes les opérations sont réunies et regroupées à Abidjan, de telle sorte que aujourd'hui les fonctionnaires qui partent à la retraite, après avoir eu une maison à Abidjan, ne savent pas comment faire pour rentrer dans leurs différents villages. Donc, en implantant nos différentes usines dans toute la Côte d'Ivoire, la suite du projet était de faire des maisons de retraite pour les Ivoiriens pour qu'à leur retraite puissent rentrer dans les différents villages. Donc, je vais insister sur ce point si vous me permettez. Donc en fait, dans votre projet, en fait, donc, on a en Côte d'Ivoire des fonctionnaires qui, par exemple, sont dans les grandes villes comme Abidjan, par exemple, qui est un district en fait, et qui, à la fin, veulent retourner à la retraite dans leur village. Bien sûr. Et justement, pour vous, c'est de trouver la solution, comment faire pour faire cette transition-là d'Abidjan au retour à la terre natale. C'est ça. Et c'est un projet humanitaire. Oui, puis voilà. Donc, en gros, pour pouvoir faire ça, on s'est dit, on n'allait pas transporter les briques et les bétons d'Abidjan pour les envoyer à Amman, qui est à 600-700 km. C'était plus simple de créer une unité de production. Et donc, à Bengoro, on a créé une unité de production qui fait 6000 briques par jour et 151 mètres cubes de béton. Intéressant. Yamoussoukro, on en a fait une qui fait 10 000, San Pedro 10 000, Man 6 000, Daloa 6 000, Korogo 6 000. Quand on a fini de dimensionner nos différentes unités de production, c'est là qu'on a rapatrié tout le reste sur Abidjan. Abidjan, il y a eu 3 unités de production qui avaient été planifiées. Il y avait une unité de production à Songon, donc Abidjan Nord, qui fait 18 000 briques par jour et 250 mètres cubes de béton par jour. Abidjan Sud, Anna, à Bingerville, et Abidjan Est,
Beaunoire, entre Bassam et Beaunoire. Et quand on a fini de concevoir toutes ces unités de production et qu'on a financé en fonds propres, oui, il faut le signaler. Ouais, en fait, ce sont vos actifs personnels. Oui, voilà, c'est-à-dire que vous vendez des maisons. Exactement. En France, vous êtes... voilà. C'est-à-dire que vous vendez vos maisons, vous récupérez votre argent, vous mettez dans votre poche, vous allez acheter des usines pour repartir dans votre pays en disant je vais aller faire des projets immobiliers, mais je vais à la base de ma matière première. Et pour l'instant, on n'est même pas encore en train de parler de l'ICI immobilier qui est la dernière entité qu'on a créée. Absolument. Vous rentrez avec vos propres fonds, vous achetez des usines et puis vous prenez une partie et vous concevez les sociétés. Donc on crée l'ICI production industrie. Mais ça c'est audacieux quand même. Oui. C'est-à-dire de vendre ses actifs, prendre ses propres sociétés, c'est un risque énorme. C'est un gros risque. C'est un gros risque, ouais, c'est énorme. Vous partez de rien avec votre capacité financière dans votre main. Bah oui. Il faudrait vraiment que vous aimiez la Côte d'Ivoire pour faire ça parce que... Mais la Côte d'Ivoire m'a tout donné. La Côte d'Ivoire m'a tout donné. Ouais. J'ai fait mes études en Côte d'Ivoire. J'ai fait l'école polytechnique. Moi, j'ai vécu dans cette Côte d'Ivoire, dans cette belle Côte d'Ivoire, dans cette Côte d'Ivoire de Fort-Boigny. J'ai vécu dans cette Côte d'Ivoire. J'ai vécu dans cette Côte d'Ivoire où, étant étudiant, j'avais une bourse. Et quand vous êtes à l'Institut national polytechnique, qui est devenu INP maintenant, à l'époque c'était l'INSET, vous avez une grosse bourse et ça vous donne envie d'aller à l'école, ça vous donne envie de vous former. C'est ça. Et moi, aujourd'hui, je regarde de loin ce qui se passe dans mon pays. J'avoue, jusqu'aujourd'hui, ça me choque. Mais en gardant cet esprit du pays-là, je me suis dit, la Côte d'Ivoire reste un beau pays. Toujours. Et on a du mal à s'en détacher d'ailleurs. Ouais, donc tu comprends pourquoi est-ce qu'à un moment donné, j'ai eu du mal au-delà de toutes les propositions qui avaient été faites de changer de nationalité, je leur ai dit je resterai ivoirien parce que c'est dans le sang en fait. Les Ivoiriens disent c'est le pays le plus doux au monde. C'est ça. Donc voilà, c'est une belle transition. Ce que j'aime dans ce que vous dites, c'est pas au-delà du businessman que vous avez, c'est le fait que vous ayez la main sur le cœur. Parce que un homme qui fait du business, d'habitude, c'est pour pouvoir tirer profit, mais au-delà de ça, chez vous, il y a quelque chose de profondément, voilà, je le fais, je vais tirer parti, mais il faudrait que ceux pour qui je vais agir puissent tirer parti, puissent tirer profit de ce qui va se faire. C'est vraiment, pour moi, quelque chose de tout à fait, c'est un développement à visage humain, en fait, à la limite. C'est ça, c'est-à-dire que je vais juste te faire une anecdote qui est assez c'est vrai, quand nous sommes arrivés en Turquie, je prenais mes ingénieurs sur Paris, je prenais mes architectes ici sur Paris, on arrivait en Turquie et tous ces architectes-là qui bossaient avec moi sur le projet ivoirien étaient payés par mois. C'est-à-dire que je payais mes propres structures en France d'utiliser les ingénieurs en France pour travailler sur le projet ivoirien. Et quand on arrive en Turquie, on a fait 6 ou 7 mois à Trabzon et à un moment donné, quand on a fini de monter les usines, la première question était de savoir mais pourquoi est-ce que on a des systèmes automatiques. Donc on a un chariot qui alimente le sable, une unité un convoyeur qui envoie le sable à l'intérieur, on a un mélangeur qui reçoit le ciment, et on mélange tout ça de façon automatique, on crée des briques, le chariot vient chercher les briques et va les envoyer au séchoir. Et je me dis, mais en tant qu'homme d'affaires, je vais être heureux, j'ai personne qui supervise, j'ai une personne qui s'assoit à la manette et qui commande toutes ces briques-là. Et donc, ils étaient tous étonnés de me voir arriver à la fin de toutes ces études-là, de dire je veux 3 personnes qui me ramènent du sable. Je veux 1 sur le convoyeur. Je veux 6 personnes pour me prendre les briques une fois pour aller les mettre au soleil. Parce que si c'est pour aller créer des unités de production pour avoir de l'argent, je ne vois pas l'intérêt. Oui, parce que c'est plus. Je voudrais que à tous ces différents endroits où on a des trucs automatiques, il y ait des êtres humains qui se lèvent le matin, qui viennent travailler et qui gagnent de l'argent pour nourrir leur famille. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à la fin, quand on a estimé l'entièreté des postes, des emplois qu'on a créés, on devait créer sur le processus, c'était 8500 emplois. 8500 emplois multipliés par 4 personnes quand on sait qu'il y a une femme et 2 enfants en Côte d'Ivoire, minimum, on est capable de dire ça fait 8500 emplois et c'est la bonne partie de mon projet que je retiens. Et en tout cas, félicitations et voilà. Et ça c'est une belle histoire parce que c'est une aventure personnelle, c'est ton aventure à toi. Oui, bien sûr. Et comme dit chaque personne a écrit sa légende. Et je suis content que les Ivoiriens et moi-même je découvre votre légende parce que je crois qu'on a discuté au téléphone, on en a parlé, voilà. Mais